Merci et merci aux organisateurs pour cette invitation. Je suis désolée pour mon petit accent italien. Vous allez vous amuser et ce sera la première et dernière invitation que j'aurai reçue des entretiens annuels. Comme Susanna le disait, je suis Pierre Asmerillo et responsable d'un groupe de recherche à l'Institut de biologie. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est aussi pour le soutien de l'AFM Téléthon et des familles des patients. Je suis contente de pouvoir discuter, présenter des résultats vraiment préliminaires sur les biomarqueurs moléculaires de la myotrophie spinale avec un focus sur les neurofilaments. Comme on a déjà dit, et Suzy en a parlé ce matin extensivement, sur la classification, la stratification classique des patients en 4 ou 5 types qui ont un degré de sévérité qui est moins sévère en allant vers le type 4. Et moi, je vais juste vous focuser sur votre attention sur la partie moléculaire. On a dit que le gène SMN2 est le modificateur principal de la pathologie. Ça veut dire que les plus nombreuses sont les copies de SMN2, moins sévère sera la pathologie. Mais ce n'est pas le seul élément qu'on connaît aujourd'hui qui peut modifier la sévérité de la SMA. Il existe un variant du SMN2 qui est rare, mais qui est là, où le remplacement d'un G avec un C produit un variant moins sévère. Du coup, on ne tient pas souvent compte de cette modification qui pourrait s'avérer sur le SMN2. Et ce qui est un peu l'intérêt du labo que je dirige, c'est la méthylation de l'ADN. Il y a une corrélation qui a été plusieurs fois démontrée de la méthylation du promoteur des SMN2 qui est corrélée à la sévérité de la pathologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le promoteur est méthylé, ça veut dire le gène est moins exprimé, SMN2 ça sera moins exprimé, même si les copies sont beaucoup, la maladie ça sera sévère parce que pour l'expression manquante du transcrit. Et après, il y a aussi des autres gènes modificateurs qui ont été décrits d'une manière directement ou inversement corrélée à la sévérité de la pathologie et on est de plus en plus convaincus que tous ces éléments doivent être tenus en compte dans la nouvelle stratification des patients et pour le suivi correct de la réponse à la thérapie. Pourquoi les biomarqueurs? L'importance des biomarqueurs est donnée pas seulement, comme j'ai dit, pour la stratification, mais aussi pour un suivi correct des patients sous traitement pour pouvoir un jour avoir un traitement de médecine personnalisée qui doit être adressé à des patients qui n'ont pas une réponse classique ou des patients comme on a vu avec les SMA qui se transforment d'un type à un autre et qui doivent être suivis avec des techniques pas classiques. Les biomarqueurs, si on peut trancher la vie d'un patient en trois cadres, les biomarqueurs sont importants pour le diagnostic. Ça veut dire que la détection de la mutation et des SMN1 et le nombre de copies de SMN2 n'est pas forcément suffisant à avoir une idée claire du type de SMA qu'on a devant les yeux. Et après, c'est important aussi d'avoir une identification de biomarqueurs pour stratifier les patients et pouvoir détecter et prédire la réponse au traitement. Et après, encore plus important, pour pouvoir dessiner des traitements optimaux, optimisation de la dose et de la fréquence des traitements disponibles. Il existe aujourd'hui plusieurs biomarqueurs qui ont été décrits pour la SMA, des biomarqueurs d'imagerie, d'électrophysiologie, et le professeur Attarian va parler de ça après moi, des gènes modificateurs que j'ai mentionnés tout à l'heure et de biomarqueurs moléculaires. Il y a différentes approches qui peuvent être utilisées pour découvrir et identifier des biomarqueurs moléculaires. Une des approches, c'est l'approche
multi-omique. Ça veut dire on va étudier globalement l'expression de facteurs métaboliques, transcriptomiques ou protéomiques, comme a été fait en 2019 par le groupe de Finkel, qui a permis l'identification de 97 protéines et 59 métabolites qui sont exprimées dans une manière très significative dans les patients SMA de type 1, D3 par rapport au contrôle sain. Et ces protéines, maintenant, on ne connaît pas le rôle de tous les métabolites et les protéines, mais on est en train de voir, ils sont en train d'étudier où sont exprimés, pourquoi et comment ça évolue au cours du temps. Un autre exemple, ici je ne vais pas vous montrer les exemples in vitro, mais un autre exemple de l'étude de Kessler a montré qu'il n'y a pas forcément dans les études protéomiques le raffinement technique idéal pour détecter des biomarqueurs qui peuvent suivre l'évolution des patients pendant les traitements. Et après, il y a une autre approche qui est l'approche qu'on a commencé à utiliser dans le labo, et l'approche ciblée. On a décidé de regarder aux neurofilaments, qui sont des protéines qui sont très exprimées dans les axones des motoneurones et qui sont élarguées dans le LCR et dans les systèmes sanguins quand la neurodégénérescence s'est mise en place. Ces neurofilaments sont de types différents. Si on regarde les axones des motoneurones, on a une partie lourde, la heavy chain, une partie moyenne et une partie light. Et c'est l'avantage d'étudier les neurofilaments, c'est que c'est des protéines très stables avec une vie suffisamment longue pour pouvoir survivre à des procès d'extraction, congélation et successivement analyse qui pourrait être un peu plus délétère pour des autres protéines à MIV plus courtes. Ici, je vous montre 3 exemples d'analyse de la protéine de neurofilament avec un focus sur la heavy chain. Dans les premières études d'Arras 2019, a été montré que le NFH diminue dans les patients après traitement de nusinersen. Et ça correspond avec une réponse des patients au traitement. Et ça, du coup, a montré pour la première fois l'utilité, la possibilité d'utiliser le neurofilament comme biomarqueur pour le traitement de nusinersen. Il y a eu une deuxième étude avec une cohorte un peu plus large de 11 patients où le neurofilament n'a pas donné les mêmes résultats et moins significatifs. Il y a une tendance à la baisse, mais les résultats ne sont pas suffisamment forte. Et aussi, il y a une dernière étude de cette année sur la partie light chain qui aussi a été étudiée de proche dans les traitements du nusinersen. Pourquoi nusinersen? Parce que, comme on l'a vu plusieurs fois aujourd'hui, c'est le premier traitement qui a été approuvé dans le monde et on a aujourd'hui beaucoup de patients qui sont traités au nusinersen et ça permet d'étudier à plus large échelle. C'est un médicament qui va interférer avec l'épissage de l'exone 7. Il facilite l'inclusion de l'exone 7 en permettant de produire une protéine SMN qui est fonctionnelle et pas la protéine instable dérivée par exclusion de l'exone 7. Et ça, c'est le dosage classique. Il y a 4 doses qui sont appelées les loading doses, à 14 jours l'une de l'autre pour les premières 3 et à 30 jours la dose 4 de la dose 3. Et après, des doses de maintenance tous les 4 mois. Ce schéma est très important parce qu'il va montrer comme nous, on a récolté et analysé les échantillons. On a une baseline qui a été collectée avant la dose 1 pour plasma et LCR. Et après, avant chaque dose, on a récolté les types d'échantillons dans la cohorte de patients qu'on a analysés. Jusqu'à maintenant, on a jusqu'à la dose 4.
Ici, je vous présente un peu la cohorte. On a 17 patients, pas beaucoup, mais suffisant pour avoir une idée préliminaire. Il s'agit de patients qui ont un minimum de 18 ans, un maximum de 58. Il y a 3 patients SMA type 1 et le reste entre SMA type 2 et 3. Ici, on les a tranchés par âge. Et on a utilisé un ELISA avec une sensitivité très élevée pour pouvoir détecter le neurofilament dans un range de détection entre 28 picomolaires, picogrammes per millilitre et 15 nanogrammes. Ici, les résultats préliminaires. Alors, c'était très étonnant de voir que les premières doses donnent absolument pas de régulation de neurofilaments. À partir de la 3e dose, on voit une baisse significative et qui devient de plus en plus important avec l'avancement des jours et les doses successives. On n'a pas tous les échantillons encore collectés pour tous les patients pour les dernières des doses. Et ici, c'est une autre représentation de la même cohorte de patients. Du coup, on voit déjà à la dose 3 une baisse significative de 30 à 60% de la quantité de neurofilaments. Et si on regarde patient par patient, il y a 1, 2, 3, je ne sais pas pourquoi c'est pas rouge, 3 patients qui ne répondent pas, entre guillemets, dans la régulation des neurofilaments, ne montrent pas une régulation, mais le reste, à 70 jours, la 3e dose, tous les autres patients ont une quantité de neurofilaments qui est significativement inférieure au départ. Et ces graphiques montrent que les hommes et les femmes ont la même dynamique. Il n'y a pas de différence entre les sexes, en bleu les hommes et en rouge les femmes. Et il n'y a pas vraiment de différence entre les âges. Si on regarde le petit tableau ici, les petits cercles c'est pour les plus jeunes et les grands cercles pour les plus âgés. Le neurofilament est en quantité est absolument indépendante de l'âge, mais on voit, si on regarde ici, on voit que les patients qui sont plus jeunes ont une baisse plus importante aux doses plus élevées. Et ça sera intéressant de voir qu'est-ce que ça donne après dans le long terme. C'était une surprise encore plus grande pour nous de voir que le plasma n'a absolument pas la même dynamique. Les quantités ne changent pas dans le temps et au cours du traitement, ni si on normalise ou ne normalise pas, la question ne change pas. Et parce qu'on pensait au début, OK, on voit la baisse, c'est dans l'LCR. Au bout d'un moment, dans le cours du temps, ça va se homéostatiser par rapport au système sanguin. Ça n'arrive pas. Du coup, on ne pourra pas probablement utiliser ces biomarqueurs pour des autres traitements où on n'aura pas à disposition l'analyse de l'LCR, mais c'est déjà un bon résultat de l'avoir pour nos inercènes. Et ici, on montre aussi que dans le cadre de chaque patient, chaque petit cercle, c'est un patient différent, et ici, c'est les différents types, on ne voit pas une corrélation entre la concentration du neurofilament dans le plasma et la concentration dans l'LCR. C'est-à-dire qu'un patient qui a une dose élevée dans le plasma peut nécessairement une dose élevée dans l'LCR et vice-versa. En conclusion, on peut dire que les quantités de neurofilaments dans l'LCR des patients adultes, parce que même les SMA de type 1 qu'on a, c'est toujours des adolescents adultes, sont réduites après traitement avec nos inercènes, que les niveaux dans le plasma ne changent pas et qu'il n'y a pas de corrélation entre les quantités dans les deux compartiments biologiques. Et comme future direction, on a déjà commencé avec des patients de Susanna qui est présente ici. On a commencé à faire des corrélations fonctionnelles qui pourraient donner des corrélations entre la quantité de neurofilaments et l'amélioration fonctionnelle des patients suivis avec les médecins et kinés.
Et après, on va aussi procéder à la quantification de la partie light et d'autres biomarqueurs. En particulier, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est l'analyse de la méthylation. Et pourquoi ça? On a un donné préliminaire sur les souris où on observe que la quantité, la 5MC et la quantité de méthylation en général dans la moelle épinière des souris SMA est beaucoup plus élevée que les souris wild type et que cette quantité est baissée par le traitement de thérapie génique. Mais on observe une grosse variabilité en termes de méthylation dans les souris traitées qui corrèlent directement avec l'amélioration fonctionnelle. C'est-à-dire que les patients où les souris où la méthylation est très élevée récupèrent moins bien que les souris où la méthylation est très basse. Et du coup, ça ouvre des autres questions et des autres intérêts à analyser comme biomarqueur la méthylation aussi. Excusez-moi. Et sur ça, je voudrais bien sûr dire merci à toutes les acteurs qui m'ont permis de mener ces études préliminaires, à mon groupe qui a été formé par Maria Grazia Biferi qui nous a laissé pour de nouvelles aventures dans le privé, de le côté obscur, tous les médecins ici à Garches et à la Pitié-Salpêtrière qui font le relais avec les patients et qui nous permet d'avoir les échantillons et de progresser dans la recherche, et la Miobank qui stocke les échantillons avec patience. Grand boulot. Et merci à vous pour votre attention. Bon, un grand merci pour cette topo, pour la clarté, pour le petit accent que je partage peut-être, et aussi pour avoir tenu un temps impeccable. Alors là, on a un régal, donc on a du temps un petit peu on a rattrapé le temps. Et il y a une chose qui me paraissait aussi dans les perspectives. On a étudié pour l'instant une population d'adultes. Mais en fait, il y a vraiment un intérêt de voir si la même problématique liquide céphalorachidien sang arrive chez les enfants. Et en fait, avec les premiers résultats qu'il y avait eu avec Basile Darras aux États-Unis, on avait l'impression que c'était vraiment très, très intéressant chez les enfants, les bébés, et probablement la barrière hématoencéphalique qui n'est pas mature, ça peut aussi être intéressant. Donc, je reste accroché à l'intérêt peut-être des neurofilaments et qu'un jour on puisse le faire de façon quotidienne. Voilà, donc on va ouvrir la table pour des questions que vous puissiez avoir. Et voilà. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cet exposé très clair. J'ai une question, la réponse est certainement négative. Dans les urines, on ne trouve rien. J'imagine vous auriez... On n'a pas accès, mais il y a un des papiers que j'ai cité où ils ont observé des métabolites, surtout pas des protéines vraiment stables, mais des métabolites qui peuvent être suivis comme biomarqueurs. C'est beaucoup plus débattu. Parce que les urines ont juste une partie des fluides qui sont éliminés et qui ne contiennent pas tous, ne sont pas représentatifs de tout ce qui est éliminé dans le corps, mais ça pourrait être important d'avoir un readout pour les urines. On n'a pas accès, j'ai tenté de partout, on devrait écrire un CPP exprès, mais c'est compliqué, je ne sais pas pourquoi c'est plus compliqué que le liquide céphalorachidien. Alors c'est plus facile de prendre des urines que du LCR. Mais c'est pour les stockages parce que les urines sont beaucoup plus volumineuses que le reste et du coup on n'a pas la place et ils m'ont stoppé. Okay. Mais ça serait intéressant. Ouais, on prend un petit, mais c'est ça que je disais. À la fin, on prend un email et on essaye à partir de ça. On verra. On dit qu'on fait un ECBU puis on vous l'envoie. Oui, c'est possible pour vous. C'est plus facile. S'il te plaît, ne dis pas ça au micro, Pascal. Oui, bon, c'est ça. C'est vrai que c'est très, très
c'est une question que se pose toujours, hein, s'il y a quelque chose dans les urines, mais après, c'est vrai que la diète, énormément de choses qui feront que c'est peut-être plus difficile, sauf si c'est très spécifique, des métabolites qui sont vraiment... C'est ça, des métabolites. On a pensé aussi aux cellules qui sont écartées et libérées. Ça pourrait se tenter. Ouais. Oui, bien sûr. Bon. D'autres questions? J'ai une question de la partie méthylation qui me paraît aussi très intéressant de ce que tu as parlé. Quelles sont les approches un peu dans la perspective qu'on peut imaginer? Parce que sûrement qu'il y a des traitements, des médicaments qui aident à changer cette méthylation. En fait, quand on entend les différents molécules qui pourraient être secondaires, deuxième ligne, etc., je pense que c'est le moment de pouvoir essayer de tester les deuxièmes lignes, parce que là, on ne pouvait pas, c'était le traitement qu'on attendait, mais maintenant qu'on a ce type de traitement, on a un mécanisme qui est soit GNSMN2, soit GNSMN1, mais après, d'autres choses qui pourraient être utiles, je pense qu'elles pourraient être intéressantes. Donc, qu'est-ce que tu en penses? L'intérêt du labo, c'est de tester des molécules. On fait un screening de molécules qui peuvent moduler la méthylation, justement, mais aussi en regardant un peu dans une vision plus précise, parce que la molécule va agir indifféremment sur toutes les parties du génome. Bien sûr. Ça peut créer des autres problèmes secondaires. Tout à fait. Ouais. Mais aussi, on est intéressé, on est en train de tester des CRISPR-Cas qui vont sur des sites spécifiques pour moduler la méthylation. Ah bah, c'est très bien, merci. Oui. Encore On un verra grand, bien. encore un grand merci. Merci et à on vous. va pouvoir